fait, le projet 10 sur 10 est né il y a 5 ans par une simple volonté d'avoir des textes de théâtre, des textes contemporains, des textes très courts et des textes qui soient adaptés à l'enseignement de la langue française à travers le monde pour des jeunes qui veulent parler français de mieux en mieux ou parfaitement et qui ont envie de faire du théâtre et comme ça perfectionner la langue. Donc, la base de notre projet, c'est une résidence d'écriture où on invite chaque année, ou à travers un appel à candidature bien sûr, des auteurs de théâtre de toute la francophonie. Et à chaque fois, ils sont 10. Ils viennent en Pologne pour 10 jours. Ils doivent écrire 10 pièces de 10 pages pour 10 comédiens. D'où le mot, l'appellation du programme 10 sur 10 parce qu'il y a plusieurs 10 à la suite. Et à la suite de la résidence 10 sur 10, on a en général 10 textes et on les publie dans un volume qui fait voilà, à peu près 200 pages et qu'on envoie, qu'on distribue, qu'on vend à travers le monde. Et les professeurs de français, et pas seulement, peuvent utiliser ces pièces dans leur pratique artistique, mais aussi dans leur pratique de l'enseignement de la langue. Et les livres sont en ce moment-là distribués dans 103 pays dans le monde. Donc on touche à peu près la moitié de la planète. À la fois, on incite les professeurs et les jeunes à faire du français, à apprendre cette langue, mais de l'autre côté, on essaye de faire la plus grande diffusion et la promotion des écritures contemporaines francophones, puisqu'on a des auteurs de Québec, de pays d'Afrique, Suisse, France, Belgique, et on essaye de faire leur promotion à travers le monde. Le projet 10 sur 10, c'est aussi la mise en contact entre les auteurs et les classes via notre site. La classe qui décide de travailler le texte de Rebecca Westermann, et on avait déjà des dizaines et des dizaines de classes qui l'ont fait à travers le monde, ils peuvent s'adresser à Rebecca, et ils le font d'ailleurs assez régulièrement, en disant Rebecca, on vient de Kosovo ou on vient d'un autre pays du monde, on travaille sur votre pièce. Rebecca, tu as beaucoup de pièces déjà dans le programme 10 sur 10, une telle pièce. Est-ce qu'on peut faire un Zoom ou est-ce qu'on peut faire un Skype? Est-ce que vous pourriez nous répondre à quelques questions? Donc, on essaye vraiment de créer cette rencontre qui d'abord se fait par la voie virtuelle, surtout à l'époque d'aujourd'hui, mais par la suite, ils se rencontrent pendant des festivals parce que 10 sur 10, c'est aussi le réseau des festivals où les jeunes peuvent présenter les fruits de leur travail. Et Rebecca, on était la dernière fois au Sénégal ensemble pour voir les jeunes qui jouaient tes pièces. On était à Poznań, on était en Bulgarie. Donc, c'est aussi un moyen pour les auteurs de voyager à travers le monde avec nous et rencontrer les jeunes et les professeurs qui travaillent sur leurs pièces. Et dans ce programme, nous avons fait 2 résidences 10 sur 10 qui avaient pour sujet le travail sur Molière et sa langue. Dans la construction du projet, on commençait à donner ou à dire aux professeurs du monde entier, vous avez déjà des pièces de théâtre qui sont écrites exprès pour vos ateliers de théâtre. Donc, vous ne devez plus vous-même réécrire les pièces ou couper 70% de texte parce que c'est trop long. Je parle ici des jeunes qui ne parlent pas français, qui apprennent le français. Et les professeurs étaient tout contents, on disait super, mais nous, on n'est pas spécialiste de mise en scène, on ne sait pas comment faire. Est-ce que vous pouvez nous former aussi à cette activité? Et là, on a bien sûr créé plusieurs formations entre 12 et 30 heures où on va dans un pays qui nous invite et on travaille avec une vingtaine, trentaine de professeurs en leur donnant des outils d'animation, des ateliers de théâtre en classe de français en se basant sur nos textes. Et vous travaillez sur la langue même de Molière? Non, on se base en général sur les pièces 10 sur 10 parce que ça fait partie du programme. Et donc, Yann, pourquoi inclure dans ce projet 10 sur 10 Molière? C'est-à-dire que comment vous êtes arrivé à cette idée qu'il était pertinent et nécessaire de consacrer 2 volumes aux réécritures de Molière? La réponse est double ou triple même. D'abord, c'est parce qu'on a commencé à travers des années de donner des thèmes à nos résidences. Au départ, les auteurs étaient libres d'écrire ce qu'ils voulaient, donc ça se passait comme ça.
Et après, un jour, on a eu un partenariat avec une organisation qui voulait des pièces au sujet de la paix dans le monde, comment voilà, parler de la paix aux enfants. Et on a fait la résidence 10 sur 10, la paix. Donc, on a demandé aux auteurs d'écrire 10 pièces qui parlent de la paix, de comment on peut la préserver, comment on peut faire pour voilà, ne pas faire la guerre. Voilà. Et suite à ça, on a créé une autre résidence sur la solidarité. Donc, le sujet, c'était la solidarité. Mais depuis quelques années, en rencontrant les professeurs à travers le monde, ils disaient tous qu'ils avaient envie, tous et toutes, qu'ils avaient envie de travailler sur Molière, mais c'était trop difficile et que Ouais. c'était trop lent, que la pièce de 60 pages pour les jeunes qui ne parlent vraiment pas français, c'est impossible. Mm. Déjà pour les profs, c'était quasiment impossible de lire parce qu'il faut savoir que le niveau de l'enseignement du français n'est pas toujours voilà, très, très élevé. Donc, on s'est dit, on se battait dans nos têtes et dans nos cœurs avec cette idée très, très longtemps. On s'est dit, tiens, peut-être on va essayer de faire quelque chose avec Molière. Et notre premier pas dans la mise en place de ce projet, c'était de contacter la Comédie Française, qui était pour nous, et qui reste d'ailleurs toujours le symbole pour ce magnifique dramaturge. Et on s'est adressé à Laurent Moulaïzen et par la suite à Eric Ruff en disant, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que vous voudriez le faire avec nous pour qu'on trouve une synergie pour donner aussi une certaine légitimité à ce projet? Voilà, donc on a contacté la Comédie Française et la réponse était immédiate et elle était positive. Il faut dire qu'on a des partenariats avec des institutions comme le Centre national de livres, SACD, Société suisse des auteurs, donc toutes les grandes sociétés d'auteurs. Donc, chaque année, on envoie un appel à candidature. Et les auteurs, via notre site Internet, doivent déposer leur candidature. Euh, Pas nous envoyer leur texte ou quelque chose comme ça, parce que l'écriture des pièces 10 sur 10 est tellement spécifique qu'on n'a pas finalement besoin des textes précédents. On dit, qu'est-ce que vous motive à venir chez nous en Pologne et écrire pour la jeunesse qui va apprendre le français? Et après, les auteurs nous envoient leur dossier. On se réunit avec un comité qui est assez large parce que c'est 7 personnes et on lit les candidatures en essayant de voir qui est motivé à entrer dans le programme. Parce que quand je dis entrer dans le programme, ce n'est pas seulement écrire une pièce et c'est fini. C'est aussi d'être à disposition des professeurs, des jeunes, vouloir voyager à travers le monde et rencontrer ces publics. Donc voilà, il faut vraiment qu'on sente cet engagement. Et pour notre appel à candidature pour la résidence Molière, on s'est réunis à la Comédie Française et on a lu une centaine, 130 candidatures. Et on en a choisi 10 après, je ne sais pas, 4 jours de délibération. Si je ne m'abuse, vous êtes aussi soutenu par la francophonie quand même pour ce projet. C'est-à-dire que voilà, ça a aussi un sens pour la francophonie. Absolument. Ce qui est assez génial pour nous dans ce projet, c'est qu'on parle des pièces francophones à jouer et à lire, et on a des auteurs de toute la francophonie. Ça veut dire que nos collègues suisses, belges, québécois ou africains se sentent impliqués dans ce projet. Je parle par exemple au niveau des ambassades dans des pays où on monte les projets. Si on dit à l'ambassade des Suisses qu'on a des auteurs suisses qui vont venir, qu'ils veulent être avec nous. Si on dit la même chose au Canada, voilà. Donc, on arrive aussi à créer cette synergie entre les acteurs diplomatiques dans des différents pays. Il y a des pays où ils nous ont dit, tiens, votre projet, c'est le premier où on travaille vraiment tous ensemble. On est tous basés dans le même pays, mais on ne travaille pas ensemble. Chacun fait son truc. Et là, on arrive à travailler ensemble. Donc, je trouve ça formidable et voilà, et ça me permet aussi d'expliquer que le théâtre a cette force fédératrice pour qu'on puisse faire des choses ensemble et des bonnes choses.
on va glisser vers Rebecca Westermann, puisque logiquement, en parlant des auteurs, voilà, tu fais partie des autrices de ce projet. Et peut-être nous dire, toi, qu'est-ce qui t'a motivé justement dans le fait de poser ta candidature pour ce projet? Parce que tu es autrice à la fois de pièces, de romans, tu es toi-même comédienne, metteuse en scène. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré dans cet appel, justement, lancé par Yann Novak? Alors, moi, avant de participer à ce tome Molière, j'avais déjà fait 2 résidences 10 sur 10, donc écrit 2 textes pour la collection. Donc, je savais où je mettais les pieds. Et moi, vraiment, ce qui m'intéressait à la base, c'était vraiment cette possibilité de transmettre quelque chose à des jeunes de l'écriture contemporaine et d'avoir en plus cette contrainte qui est très intéressante des 10 pages, 10 jours, 10 personnages. Et c'était une forme de défi, en fait, au départ, de me dire, est-ce que je peux écrire ce texte-là? Et puis, comment est-ce que ce sera reçu par des jeunes un peu partout? Et spécifiquement sur cette résidence Molière, mais en fait, j'ai trouvé que l'idée était folle, c'est se dire... comment est-ce qu'on prend un monstre du patrimoine comme Molière pour en écrire aujourd'hui 10 pages? Et j'ai été en fait hyper intéressée par cette possibilité de me poser la question, qu'est-ce que Molière raconte aujourd'hui et qu'est-ce que de Molière j'ai envie de transmettre moi à des jeunes aujourd'hui qui vont pouvoir jouer ces textes? Le choix du bourgeois gentilhomme, en fait, c'est pas toi qui l'as choisi, si j'ai bien compris, on vous a attribué chacun une pièce. C'est ça. D'accord. Parmi les consignes, il y a quand même aussi des consignes précises d'écriture, si je ne m'abuse, des phrases courtes, relativement simples. Voilà. Enfin, peut-être expliquer que vous avez pas simplement les 10 jours, etc., mais vous avez aussi des consignes très, très précises pour l'écriture même. Oui, il faut que ça reste en fait accessible. Il faut garder à l'esprit que c'est des jeunes qui apprennent le français et les jeunes, ça va de l'école primaire à l'année du bac, donc c'est assez large, avec des niveaux de français qui sont très très différents selon les élèves, selon les pays, selon tout un tas de choses. Donc effectivement, il faut garder à l'esprit quand on écrit que on ne peut pas se lancer dans des monologues qui vont durer 3 pages parce que les élèves, ça va être trop compliqué pour eux d'apprendre ça. Donc réussir vraiment à faire quelque chose qui ne les effraie pas, qui ne les rebute pas quand ils vont lire le texte ou se dire oh là là, il va falloir que j'apprenne ça et que ça reste accessible. Je pense que c'est un peu le maître mot du projet. Est-ce que vous imaginez un dialogue entre les écritures qui apparaissent dans 10 sur 10 et les œuvres qui ont donné naissance à ces écritures? Voilà. Yeah. Oui, exactement. On fait ça, mais après, ça ne dépend plus de nous. Nous, on incite les professeurs à travailler sur nos textes de 10 sur 10 Molière, mais il y a beaucoup de professeurs qui nous ont déjà dit qu'ils faisaient un travail de comparaison entre la scène originale et une scène de la pièce 10 sur 10 pour montrer comment l'auteur a raconté autrement la même chose. Donc là, les professeurs font ce travail. Il faut dire aussi que moi j'ai lu aussi Molière, mais je l'ai lu en polonais dans la traduction. Oui. Et les jeunes lisent en polonais ou dans des langues maternelles Molière. On ne lit quasiment pas. Moi, je suis prof de français à la base, donc j'ai fait des études en littérature. On n'a jamais lu Molière. Dans le texte. Non. En français? Jamais en français. Jamais. C'est assez étonnant. Et les professeurs nous disaient toujours que la langue est tellement vieille qu'on va lire plutôt en polonais ou on va faire juste un fragment parce que sinon, ça nous prendra trop de temps. Et vous voyez, programme des études, voilà, il faut aller vite. Donc voilà, on ne s'attardait pas sur Molière, même pendant les études de littérature française. Donc vous voyez, avec les jeunes du collège ou du lycée dans des pays du monde entier, c'est quasiment impossible. Mais je sais que dans les langues maternelles, le Molière est quand même lu et enseigné. Alors non, la question c'était, moi c'est la première année que j'ai une UPE2A en lycée, et donc on fait un atelier d'écriture avec un écrivain, mais à aucun moment vous n'avez eu envie d'écrire avec les élèves, c'est-à-dire peut-être à partir d'un canevas ou à partir... Non, ça n'est pas du tout dans votre projet.
Peut-être, Sophie, tu peux expliquer UP2A, parce que Yann ne connaît. C'est la première année que on ouvre une UPE2A dans mon lycée, en seconde. Et donc, c'est une classe d'élèves qui qui sont des non-francophones et qui sont là depuis moins d'1 an en France et qui sont amenés normalement à passer le bac en français. Voilà. Au bout de Donc, combien voilà. de temps? Au bout de 3 ans. Alors oui, ils arrivent en seconde. Normalement, le bac de français déjà, c'est l'année prochaine. Et voilà. Et parfois, on les fait repasser en seconde. Bon, ils font une année, en fait, finalement, d'apprentissage de la langue. Voilà. Mais Enfin, c'est disons, ma première année, donc je vous en dirai plus tard. Mais je fais un travail d'écriture aussi avec un écrivain, ce qui est très intéressant aussi. Donc, je me disais que voilà, ça aurait pu être intéressant que des auteurs écrivent, je ne sais pas, à partir d'un canevas aussi, parce qu'ils sont capables de faire des superbes choses. Voilà. oui, c'est vrai, mais il faudrait aussi contextualiser un peu l'enseignement du français à l'étranger. C'est un cadre scolaire comme en France, on apprend l'anglais. Ça veut dire que très souvent, vous avez 1 heure ou 2 heures de français par semaine. C'est une langue qui est parfois pas obligatoire à apprendre. Donc, En on peut UPE2A, pas. on a 12 heures de français par semaine. Il y en a 12 en UPE2A. Oui. Voilà, quand vous avez 12 heures, vous avez le temps de vous engager sur des projets un peu plus difficiles. Les professeurs de français à l'étranger n'ont pas cette possibilité, sauf dans les lycées bilingues. Mais vous savez, en Pologne, le lycée bilingue, c'est 6 heures de français par semaine. Même pas 12, c'est 6. Donc, c'est Ouais. quand même peu. Donc, Oui. voilà, c'est pour ça, avec le programme 10 sur 10, on a essayé d'aller avec quelque chose de facile à réaliser. Mhm. Et pourquoi on s'adresse aux auteurs comme Rebecca? Parce qu'on veut que ça soit de vraies pièces de théâtre. Ce n'est pas des scénettes que moi je peux écrire aussi. On s'adresse toujours à des auteurs professionnels, si on peut dire ça comme ça, professionnels, qui vont quand même garder cette qualité littéraire tout en écrivant dans une langue accessible à ces jeunes qui ont 2 ou 3 heures de français par semaine. Oui, dis donc. Bravo. Mhm. Bravo à Rebecca d'écrire des textes qui sont joués à travers le monde parce que ça veut dire que la contrainte est remplie entièrement, Rebecca. Complètement, oui. Rebecca, par rapport à tes choix sur justement pour aborder le bourgeois gentilhomme, il y a des choix. Il y a des choix en termes de registre parce que tu as présenté Cléante et Lucille comme des lycéens finalement, mais aussi du coup en choisissant un vocabulaire, j'allais dire spécifique, avec des expressions. Ça va être hyper cramé, c'est mort. Enfin, voilà, il y a quand même un choix là assez clair de montrer différents registres de langue dans ce projet. Donc, est-ce que tu peux expliquer comment tu as abordé cette chose-là? En fait, de plusieurs manières. Déjà, je trouvais intéressant d'aborder cette opposition entre les parents et les enfants, sachant que le texte s'adressait à des adolescents qui sont donc souvent à l'âge où ils vont monter mes textes, sont en pleine crise d'adolescence, peuvent être dans des sortes de conflits familiaux qui sont vraiment inhérents à cette période. Et donc, j'avais envie de pouvoir amener ça dans le texte parce que je sais que ça parle à des jeunes quand ils vont ensuite le travailler. Et c'est tout l'enjeu de ces textes-là, c'est de trouver l'endroit où ça leur parle à eux directement et où ils sentent que c'est d'eux qu'on parle et qu'ils sont concernés. Je pense que c'est extrêmement important au théâtre de manière générale, en fait, d'être dans l'inclusion, mais l'inclusion à tout un tas de niveaux pour que les spectateurs en face puissent se dire « Ah bah oui, il y a quelque part, on est en train de parler de moi et puis de parler de nous, évidemment, dans ce que je suis en train de lire, de voir ou d'entendre. » Je crois aussi que chez Molière, il y a de très forts rapports de classe que j'ai beaucoup mis dans ma version du bourgeois gentilhomme, mais qui sont aussi des rapports d'âge, des rapports le patriarcat est extrêmement fort à cette époque-là. Donc on a aussi toute cette oppression des filles par le père, toute cette question de transmission du nom, etc., que j'avais envie du coup de mettre
de manière très concentrée, parce que ça a été un des enjeux aussi, comment faire tenir cette pièce-là en 10 pages. Et ben, il a fallu vraiment prendre une loupe et puis zoomer très fort, donc ça devient assez extrême dans le choix du vocabulaire notamment, mais aussi dans les enjeux que j'ai choisi de défendre, parce qu'il faut que sur un texte de 10 pages, on arrive à avoir un concentré, en fait, je crois, de la pièce originale. Je reviens sur le choix du vocabulaire parce que il y a quand même, dans le cadre de l'apprentissage du français, voilà, tu n'hésites pas parfois à utiliser merde, à utiliser. Voilà, enfin, il y a des, et est-ce qu'il y a eu des retours par rapport à ça des enseignants, des classes? Alors, pas du tout. Pas du tout. Et aussi, alors ça, c'est aussi mon expérience d'ancienne élève. Je sais qu'en cours de langue, on peut parfois apprendre des tournures de phrases ou du vocabulaire, je pense en anglais notamment, ou quand on arrive dans un pays anglophone, on va nous dire, mais enfin, personne n'utilise ce mot ou personne ne parle comme ça. Donc, dans l'idée déjà d'actualiser le thème, c'est aussi actualiser la langue et que les élèves puissent apprendre des mots qu'on utilise, et que ce soit dans un langage pour les jeunes, ou, voilà, mais que ça puisse aussi être un point pour les professeurs également, de pouvoir dire, voilà, vous avez différents niveaux de langage, parce que c'est vrai que c'est peut-être moins académique, mais c'est aussi comme ça qu'on parle, quoi. La contrainte des 10 personnages aussi a une incidence, puisqu'il y a évidemment plus que 10 personnages dans Le Bourgeois Gentilhomme. Et du coup, tu as fait des choix quand même assez net. Je pense évidemment à Dorimène et à la façon dont Dorante est confondue chez toi avec Dorimène d'emblée. Du coup, avec cette accusation de la femme de Jourdain qui pense que son mari a une relation avec Dorante. Enfin, voilà, du coup, il y a quand même un fil que tu tires là qui est comment tu es arrivé à ça, c'est-à-dire ce choix pour introduire, j'allais dire, d'autres thématiques. Du coup. Alors ça, je crois que c'est quelque chose qui est, pour le coup, vraiment né de la contrainte, c'est-à-dire que j'avais le Bourgeois Gentilhomme que j'ai lu 1 million de fois en l'espace de cette résidence, et j'ai vraiment peiné pour trouver la manière d'entrer dans ce texte-là. Pour vous dire, j'ai fait 12 démarrages différents avant d'aboutir à ce texte-là, et sur des sujets mais complètement autres. Et puis pour le coup, je me disais vraiment, oh, mon Dieu, je vais jamais m'en sortir. Bon, au final, voilà, j'ai réussi à m'en sortir à peu près. Et en fait, j'ai vraiment pris scène par scène, j'ai fait un peu un chemin de fer, c'est-à-dire que je me dis, OK, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, en vraiment dégrossissant pour voir les enjeux principaux de chaque scène et du coup les enjeux généraux de la pièce. Et à partir de là, j'ai enlevé en fait tout ce qui me semblait possible d'enlever pour réussir à dérouler quelque chose. Et c'est comme ça que, en fait, Dorimène et Dorante, j'ai un peu sauté sur l'occasion que ça commence de la même manière pour avoir cette confusion. À peine il dit Dor, et puis ça y est, Madame Jourdain pense que c'est Dorimène, alors qu'en fait, c'est Dorante. Ça permettait, en fait, ça c'est un peu de l'ordre de l'astuce, d'enlever un personnage, du coup, qui n'apparaissait pas et qui m'évitait d'avoir trop de personnages, en pouvant concentrer l'intrigue, en fait, sur ceux que j'ai choisi de conserver, et effectivement que ça puisse aussi aborder d'autres thèmes. C'est ça aussi, je crois, qui est intéressant, c'est que ça puisse être large et ouvrir la porte à d'autres questionnements. Il ne faut pas oublier que là, c'est des textes qui sont destinés à des élèves du monde entier. Alors moi, je suis française, donc Molière, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup étudié, etc. Mais on n'a pas tous la même culture, on n'a pas tous, du coup, le même rapport à différents sujets. Et je crois que c'est important dans ces textes-là d'écrire évidemment de son point de vue à soi, mais de pouvoir ouvrir aussi pour d'autres élèves, d'autres cultures, que ça puisse amener à tout un tas de questions qui puissent être en lien aussi avec leurs expériences à eux. Dans Le Bourgeois Gentilhomme, enfin, l'origine de l'écriture de Molière, c'est aussi lié à cette fameuse visite de l'ambassadeur du Grand Turc. Et donc, voilà, Cléonte se fait passer normalement pour le fils du Grand Turc, et chez toi, ça devient autre chose. Donc, comment parce qu'il y a tout cet enjeu-là quand même, pour ceux qui n'ont pas lu le texte, Cléonte se fait passer pour un roi du pétrole. Donc voilà, on glisse du Grand Turc au roi du pétrole. Mais voilà, comment tu es passé de ça, et avec par rapport à, j'allais dire, le contexte historique chez Molière, pourquoi toi tu as adapté ça sous cette forme-là?
En fait, ça, c'est quelque chose qui est venu en cours d'écriture, c'est-à-dire que jusqu'au moment où je suis arrivée à cet endroit-là de l'écriture, je ne savais pas encore comment j'allais traiter cette question du déguisement turc. Et je me disais, oh là là, c'est compliqué et c'est casse-gueule en plus, parce que j'ai pas envie de... je me suis dit, oh là, ça c'est quand même une question qui est très compliquée. Et en fait, j'avais donc mon bourgeois gentilhomme, donc mon monsieur Jourdain, et une espèce de nouveau riche qui croit vraiment que l'argent fait tout et qui est dans un mépris immense, voilà, qui divise le monde en deux catégories. Il y a ceux qui ont réussi et puis il y a les autres. Et il est absolument exécrable avec la femme de ménage qu'il n'arrête pas d'appeler boniche, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, qui pourrait faire office de modèle pour quelqu'un comme ça et qu'est-ce qui aujourd'hui, en fait, dans cette espèce de grande dictature de l'argent dans laquelle on vit, qui est-ce qui est encore au-dessus de ce système qui est gouverné par la finance. Et je me suis dit, oui, il y a clairement quelque chose autour du pétrole et des pétrodollars, parce qu'on sait que c'est un enjeu qui est extrêmement important et dans énormément de conflits aussi aujourd'hui. Et je me suis dit, voilà, l'expression roi du pétrole, elle est ouverte, c'est-à-dire que j'écris, il se déguise en roi du pétrole et après, c'est vraiment à chacun, en travaillant sur le texte, de choisir comment est-ce qu'il se les représente. Mais j'ai laissé ouvert parce que je voulais surtout pas indiquer précisément quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai glissé comme ça. Mais c'est vrai que c'est un moment où je me suis retrouvée même coincée dans l'écriture. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec cette chose-là de Molière? Et justement, on fait partie des questions où on se dit, OK, je vois à son époque d'où ça vient, son écriture à lui, mais comment je fais pour traduire ça aujourd'hui à un truc qui puisse être pertinent et puis suffisamment ouvert aussi pour que chacun puisse en faire son interprétation. Dernier point, peut-être, c'est comment tu as abordé cette contrainte de la comédie-ballet. Parce que voilà, on part d'une comédie-ballet et comment toi tu as adapté ce principe avec des intermèdes, etc. Peut-être d'expliquer un peu comment tu l'as pensé. Oui, mais alors déjà pour faire le lien avec le texte, donc j'ai gardé la structure en fait du texte de Molière, c'est-à-dire que j'ai en fait enlevé un certain nombre de scènes, mais si on prend le texte que j'ai écrit, on peut retrouver des correspondances assez nettes avec le texte de Molière, qui est donc une comédie-ballet. J'ai aussi gardé le nom des personnages pour que ça puisse leur donner dans leur corps une actualité qui fait que quand on revient au personnage de Molière, on se dit ah oui tiens, je me souviens que celui-là c'était celui-là, et puis que ça puisse vraiment leur donner du corps et ne pas en faire juste des esprits du passé. Et donc, j'ai eu l'idée de garder l'esprit de la comédie-ballet. Je crois que c'est vraiment un des enjeux aussi du projet, c'est de trouver l'esprit de Molière et d'essayer de le traduire plus que la lettre, puisque justement, c'est ça qu'on essaye d'actualiser. Et donc, j'ai proposé entre les scènes de faire des intermèdes qui sont des propositions de ma part, c'est-à-dire que au début, donc on a monsieur Jourdain qui a rendez-vous avec ce qui était le maître de danse, le maître de ballet, etc., qui sont finalement un bijoutier, un sommelier, un DJ, etc., et qu'à la fin de cette séquence, on puisse avoir une grande parade, qu'à la fin, parce que monsieur Jourdain, donc la fameuse cérémonie qu'il organise sont en fait ce qu'il a appelé des jourdinades, qui sont des soirées du jeudi soir, parce qu'il considère que les gens qui ont réussi font des soirées le jeudi soir, et qu'on puisse à la fin de cette jourdinade vraiment l'organiser et l'avoir au plateau, faire une grande fête en fait, parce que je crois que c'est aussi des espaces de liberté qui sont intéressants à travailler pour les jeunes. Et pour avoir assisté à plusieurs festivals 10 sur 10, notamment à Poznań en Pologne, j'ai vu qu'il y avait pas mal de professeurs qui aimaient bien utiliser des talents des élèves. Par exemple, il y en a qui chantent, il y en a qui dansent, et qu'ils aimaient bien rajouter ça dans les pièces, mais parfois de manière complètement impromptue, c'est-à-dire qu'on a une histoire qui se déroule et puis on allait avoir une chanson qui n'avait aucun rapport, mais la fille chantait très bien, mais du coup c'était super. Je me dis tiens, comment est-ce que ces talents-là, on peut essayer de les inclure pour que ça devienne quelque chose de vivant, qui puisse aussi être une proposition de la part des élèves, et puis quelque chose de joyeux et de festif, et qui puisse développer un rapport au théâtre, à la langue, et puis du coup a fortiori, je l'espère, à la littérature, qui soit quelque chose de vivant, de festif, quelque chose de partagé, et qu'ils aient vraiment l'espace de liberté qui me paraît important pour sortir du cadre scolaire et puis amener ce qu'ils avaient envie d'amener au plateau.
Je te retransmets une question d'une des personnes ici présentes, Yasmina, qui se demande quel est le degré de liberté, finalement, quelle est la marge que chaque auteur garde par rapport à l'intrigue et par rapport au personnage de Molière. Alors ça, je crois que ça a été, je crois que ça dépend beaucoup des auteurs, c'est-à-dire que on a été plusieurs à garder le nom des personnages. Je pense que d'ailleurs globalement presque tout le monde a dû faire ça. On est plusieurs à avoir gardé la structure et il y a d'autres auteurs qui eux ont complètement torpillé la structure pour faire des propositions autres. Mais ce qui est certain, c'est que donc là je parle un peu au nom de mes camarades, mais parce que j'ai été là dans le processus d'écriture et puis j'ai lu et vu certains de ces textes ensuite, on retrouve toujours l'esprit de la pièce, on retrouve toujours les enjeux de la pièce. Donc en fait, on avait une liberté qui était immense, mais c'était très effrayant pour nous tous au début parce qu'en fait, on était vraiment libre. Et on ne nous a jamais dit, il faut que ce soit comme ça, il faut qu'on retrouve ça, ça, ça et ça. On nous a dit, vous avez votre texte et faites-en ce que vous voulez. Et ça donne un ensemble, je crois, sur tout le recueil qui est vraiment, vraiment très varié parce que chacun y a amené ce qu'il avait envie d'y amener aussi, et puis en fonction de ses origines, de sa culture, etc. Parce que c'est vrai aussi que, par exemple, je sais que les auteurs français étaient globalement beaucoup plus inquiets à l'idée de travailler Molière que des auteurs québécois qui se disaient oui bon, ils n'ont pas le même rapport en fait à ce patrimoine, cette institution-là, même si évidemment ils le respectent. Mais donc du coup ça a donné beaucoup de, je crois qu'il y a vraiment 10 pièces et 10 résultats complètement différents. Justement, sur ces résultats différents, je vais donner maintenant la parole à Marine pour voir comment la Comédie Française a accueilli ces projets, ces textes, et quel sens ça a pour vous, quel sens vous donnez à ces écritures contemporaines, quelle valeur vous leur donnez et comment vous avez voulu vous-même les relayer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité pour cette rencontre autour de 10 sur 10. Avant de vous répondre, de te répondre, Philippe, de manière directe, je vais montrer plusieurs livres parce que, en fait, avec cette polémique qui a surgi sur les réseaux sociaux, en fait, je me suis dit le meilleur endroit, le meilleur refuge reste la bibliothèque. Donc j'ai commencé, je me suis rappelé que j'avais La querelle de l'école des femmes, qui est un texte en 2 volumes qui est absolument génial, qui reprend des textes de Nodvisé, de Boursault, de Robinet, de Lacroix, etc., qui, du vivant de Molière, réécrivait les pièces de Molière. Après, je me suis rappelé que Molière ne cessait de pomper dans le répertoire de Plaute, dans le répertoire de Tirso-Molina, et qu'en fait, voilà, c'était acquis que Molière s'inspirait très largement de la culture qu'il avait lui-même reçue dans son adolescence, et voilà. Ensuite, je me suis intéressée au sort qui était fait à Shakespeare, parce que c'est vrai qu'en France, on a un rapport toujours très, très sacré à l'œuvre d'art. On commençait par la boutade Molière est mort, vive Molière. On pourrait dire aussi le roi est mort, vive le roi. Enfin, on est toujours dans ce truc en France très... avec une volonté de respecter absolument l'œuvre. Alors après, je suis allée voir chez nos Anglais, nos voisins anglais, qui, dès le plus jeune âge, lisent les contes d'après Shakespeare de Lamb. Bon, et voilà, c'est tout enfant anglais a lu les récits des espèces de contes tirés des pièces de Shakespeare. On a des auteurs, je pense à Sonny Laboutancy qui a réécrit Roméo et Juliette. Je pense à Tom Stoppard, grand auteur anglais qui lui aussi s'attaque à Shakespeare.
Et nous, on se retrouve dans une histoire comme ça, autour de Molière. Je ferme la parenthèse, mais pour dire qu'en fait, on s'inscrit dans un mouvement avec un avant, avec un après, mais à la Comédie Française, on est dans un théâtre de troupe. Or, le metteur en scène ne fait rien d'autre que réécrire les pièces qu'il met en scène. La mise en scène est une forme de réécriture. À plus forte raison lorsque un metteur en scène s'attaque à un malade imaginaire qui a été joué un nombre de fois incalculable à la Comédie Française, qui fait partie des pièces les plus jouées, ou très prochainement un Christian Eck, sociétaire de la troupe, qui met en scène avec Valérie Le Sort le bourgeois gentilhomme dont on parlait il y a quelques minutes, et pièce qu'a réécrite Rebecca Wesermann avec 10 sur 10. Les traducteurs, c'est pareil. Les traducteurs, lorsqu'on fait appel à un André Markovitch pour traduire Tchekhov, qu'on est actuellement en train de mettre en scène, Clément Hervieux-Léger qui travaille sur La Cerisette, Oui. ou lorsque Olivier Cadio travaille aux côtés de Thomas Ostermeyer sur La Nuit des Rois, les traducteurs réécrivent à leur manière des œuvres classiques. Bref, tout ça pour dire qu'on est sans cesse dans une réécriture, qu'elle soit au plateau, qu'elle soit du côté des traducteurs ou des auteurs. Là, ce qui est passionnant dans le projet que Yann Novak nous propose avec Laurent Mulaisen, conseiller littéraire, avec Éric Ruff, administrateur général de la Comédie Française, c'est de donner à entendre aujourd'hui des œuvres de Molière en s'adressant à un public jeune, au départ un public, comme le disait très justement Yann et ensuite Rebecca, un public de jeunes apprenant le français. Alors, moi j'ouvre aussi le champ parce que rien n'est exclusif. Lire des classiques n'exclut pas qu'on lise des contemporains. Et lire des auteurs contemporains n'exclut pas qu'on lise des auteurs classiques. Et c'est ce dialogue entre des auteurs vivants, à plus forte raison quand ce sont des auteurs jeunes vivants, et Rebecca, tu en es, tu illustres cela. Quand on a des auteurs vivants qui interrogent et qui s'interrogent sur l'œuvre de Molière, bien évidemment que la Comédie Française est intéressée par cette démarche. Parce que ce débat entre les anciens et les modernes, parce que ce débat entre les classiques et les vivants, eh bien, il est au cœur de notre activité, il est au cœur du plateau. Et moi, qui travaille au sein du service éducatif à la Comédie Française, je ne travaille que pour cet échange. Et que je trouve que les auteurs contemporains nous donnent à relire ces auteurs classiques qui sont difficiles d'accès. Ne faisons pas semblant de nous cacher derrière la difficulté que représente un Molière, un Racine. Marc Escola le disait très justement, Marc Escola, 17e-iste, le disait très justement, lire Molière, c'est difficile. C'est difficile parce que le sens des mots a changé. Il n'est qu'à voir le dictionnaire de Furetière ou de Richelet. C'est difficile, cette langue est difficile. C'est une langue qui est hyper codée, codifiée, comme l'a très bien expliqué aussi Georges Forestier. Donc, je trouve que ce projet de 10 sur 10 est un souffle d'air. Ces auteurs dont fait partie Rebecca, mais je pense à Dorothée Zumstein, je pense à tous les autres auteurs qui ont accompagné cette grande aventure de 10 sur 10, illustrent parfaitement cet échange entre hier et aujourd'hui. Dans un ici et maintenant, Hic et Nunc, qui
qui est notre devise, qui pourrait être la devise du théâtre. Alors, tu rejoins totalement des préoccupations de l'ANRAD par rapport à l'opération Molière, parce que nous, on la conçoit aussi exactement dans cette optique-là, c'est-à-dire comment aborder Molière aussi en dialogue avec les contemporains. Donc, je ne peux que souscrire à ce propos. Et s'il y avait une dernière petite remarque, c'est que je trouve que cette polémique qui a surgi sur les réseaux sociaux pose la question aussi des auteurs contemporains et de la lecture qu'ont faite ces auteurs contemporains. Parce que je mets au défi quiconque parmi ces opposants au projet, ces querelleurs, je voudrais savoir qui parmi eux ont lu et ces auteurs contemporains qui ont participé à cette très belle aventure qui est 10 sur 10 et qui a lu Molière, qui aujourd'hui lit Molière. Voilà. Et donc, vraiment, je remercie Rebecca Wesermann. Il n'est pas de meilleur défenseur que les artistes eux-mêmes pour défendre les auteurs d'hier. Vraiment. Parce qu'eux l'ont lu, et Rebecca, c'est ce qu'elle nous disait, elle a lu 10, 15 fois Le bourgeois gentilhomme pour essayer de trouver un écho qui parlait d'elle, qui parlait de nous. Donc, un grand merci aux artistes. Si je ne m'abuse, l'un des éléments du projet, c'est que la Comédie Française, enfin le Vieux Colombier pour être précis, accueille à mon nez une sorte de cycle de représentation de ces 10 pièces, avec des classes venues de 10 pays différents, si j'ai bien compris le projet. Hein, Yann, tu me... En fait, l'idée, c'est que les comédiens prêtent leur voix grâce à RFI, qui ensuite retransmet dans le monde entier ces lectures qui ont été faites avec la plus grande passion et le plus grand sérieux que connaissent bien les comédiens français de la Comédie Française. Donc, il y a déjà un enregistrement radiophonique de ces lectures grâce au partenariat avec RFI. Et puis ensuite, en effet, une lecture sur le plateau du Vieux Colombier. On y travaille activement avec Yann Novak. Et puis, je dirais aussi des formations, puisque on a organisé aussi de notre côté un volet formation autour de 10 sur 10. Voilà. Ces formations, peut-être en dire 2 mots, parce que si par hasard certains ici présents voudraient connaître les modalités d'accès à ces formations. L'idée, c'est de les organiser en temps normal, en présence les uns des autres. On invite un ou deux auteurs du recueil. On demande aux enseignants d'avoir pris connaissance des textes. Et puis ensuite, on crée un échange autour des artistes contemporains qui ont travaillé sur des pièces différentes. Et c'est vrai que je le dis, bien sûr que ce recueil au départ avait pour cœur de cible les jeunes du monde entier qui apprenaient la langue française. Mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'échos que j'ai eu d'enseignants français vivant en France, ayant des jeunes élèves dans le système français, public, privé, disant à quel point ces pièces de 10 sur 10 avaient tantôt provoqué des déclics, tantôt fait comprendre des styles de Molière, tantôt envie de découvrir aussi le théâtre contemporain, parce qu'on a un théâtre contemporain en France qui est très riche. Et si ces auteurs dont fait partie Rebecca Wesermann donnent envie à des jeunes de découvrir Molière, donnent envie à des jeunes de découvrir le théâtre contemporain, que voulez-vous? C'est gagné, c'est gagné. Bon, ben, je trouve que c'est un très beau propos pour conclure la présentation du projet 10 sur 10. Je regarde
Oui, un propos de Mallory qui dit en ce qui concerne la polémique, l'écriture théâtrale contemporaine fait peur à de nombreux enseignants qui ne sont pas initiés eux-mêmes à cette écriture souvent dense et complexe. Et elle cite Sylvain Levet par exemple. Molière les rassure, mais ils ne parviennent pas toujours à le faire lire, apprécier, jouer, etc. Ça, on est assez d'accord sur le dernier propos. Sur le rapport aux écritures contemporaines, c'est aussi lié à la formation même, c'est-à-dire que de fait, l'accès aux écritures contemporaines, nous on la défend, on essaie d'organiser des formations justement autour de ces écritures, et c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'en effet, il y a quand même un déficit de formation à ces écritures, à la connaissance même de ces écritures. Dans le corps enseignant. Et il faut toujours défendre la lecture. Un texte théâtral, c'est fait évidemment pour être joué, mais c'est fait aussi pour être lu. Et Rebecca Weserman en est la parfaite illustratrice. Je ne sais pas, Rebecca, ce que tu en penses, mais... Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, on parle de littérature dramatique qui a tout à fait sa place en étant lue. Et d'autant plus, moi, après, ça c'est mon point de vue, mais je trouve assez merveilleux de pouvoir, comme quand on lit un livre et qu'on va ensuite voir un film qui en est adapté, se faire ses propres images en lisant un texte de théâtre et ensuite pouvoir voir, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de l'esprit critique qui se forme à cet endroit-là, de pouvoir se dire, tiens, moi, j'aurais vu ça comme ça, et en fait, ça ouvre à d'autres choses, où je suis d'accord, je suis pas d'accord, et que oui, bah, surtout en ce moment où on ne peut pas y aller, je crois que ouais, lire du théâtre, c'est aussi un lien qui continue à exister aussi. Pour boucler déjà cette première partie de la soirée, on est dans les horaires, c'est parfait. Ah, Yann, tu voulais dire un dernier mot? Oui, 3 derniers mots. D'abord, la première fois quand j'ai lu une pièce de Molière en français en original, c'était 4 mois avant le début de la première résidence 10/10 Molière. Parce que c'est à ce moment-là que je ne me sentais pas encore capable, mais je me sentais obligé de lire des pièces de Molière en original avant de commencer cette résidence. Et je ne sais pas si vous remarquez, mon français n'est pas très mauvais. Et quand même, j'avais beaucoup de mal à la lecture. Je devais parfois relire 4 ou 5 fois une phrase en me demandant, mais qu'est-ce qu'il dit là? Parce que, voilà. Imaginez-vous les jeunes c'est impossible à lire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans l'équipe, on est 3 à gérer Programme 10/10. Il y a Iris Munoz, qui est française, il y a Katia Chagoïka, qui est biélorusse, et moi-même, qui est polonais. Donc, on a une équipe internationale, mais une équipe aussi de ceux qui ont appris le français. Donc, on sait comment faire un projet pour l'apprentissage de français. Et Iris Munoz, qui est la seule française dans l'équipe, nous permet d'avoir aussi ce contact avec la France, avec la culture francophone de native speakers, voilà. Et aussi par rapport à la polémique, je voulais vous dire que ça partait partout sur la radio, la télé, dans les grandes gueules, machin truc. Il y avait un seul journaliste qui m'a contacté pour demander ce que c'était vraiment le projet. Il y avait peut-être 40 qui ont fait des chroniques, des reportages, des machins. Il y en avait un seul qui a dit, est-ce que vous auriez un peu de temps pour m'expliquer? Parce que je pense que tout le monde est à côté de la plaque dans cette polémique. Et c'est vrai, personne n'a lu vraiment de quoi il s'agissait. Et regardez l'émission Les Grandes Gueules sur, je ne sais pas quelle chaîne c'est aberrant. C'est aberrant. Ça parle pendant 25 minutes de tout sauf du projet, quoi. Et voilà, c'est ce que je voulais dire à la fin. Je suis très heureux de cette rencontre et qu'on puisse échanger. Et voilà. Et je voulais féliciter aussi votre initiative de mettre la lumière sur Molière pour son 400e anniversaire. C'est absolument génial et j'espère que tous ensemble, on va faire beaucoup du bien à cet écrivain qu'on adore tous.